Je m'appelle Martin, j'ai 38 ans et je suis coincé dans ce qui reste de ma maison. Des murs noircis, fissurés par l'onde de choc, mais encore debout. C'est un miracle, ou peut-être une malédiction. Ici, je survis. Enfin, j'essaie. Tout autour, il ne reste que des ruines. La guerre à tout prix. Les chants, les voisins, les rires des enfants dans la rue. Tout est devenu silencieux, à part le grésillement incessant du compteur Geiger qui réagit à l'air que je respire. J'ai une vieille combinaison anti-radiation rapiécée de partout. Le caoutchouc craque à certains endroits, mais c'est tout ce que j'ai. Il y a aussi quelques provisions qui traînent dans un placard. 2 boîtes de conserve, un paquet de biscuits presque écrasés et une poignée de pilules d'iode. Elles sont ma seule protection contre la contamination qui a envahi chaque centimètre de cette terre morte. Quand je regarde dehors, c'est toujours le même paysage. Un ciel gris, étouffé par des nuages lourds. Pas de vent, pas de pluie, juste une immobilité oppressante. Avant, j'étais ingénieur agricole. J'avais une vie, une famille. Maintenant, je ne suis plus qu'un homme seul dans un monde qui semble vouloir m'éradiquer. Chaque jour est un combat contre l'oubli, la faim et cette peur viscérale que demain pourrait être le dernier. Je me revois encore ce jour-là, quand tout a basculé. Le ciel était clair, presque paisible. Puis, il y a eu ce flash éblouissant comme un éclair silencieux. Les sirènes ont retenti, mais trop tard. J'étais à la fenêtre et j'ai vu la ville voisine disparaître dans un nuage en forme de champignon. Les murs de ma maison ont tremblé. C'était comme si la terre elle-même s'écroulait sous mes pieds. Ce jour-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Les autorités ont annoncé une attaque stratégique. Mais que faire face à un nuage invisible qui tue lentement ? Les souvenirs de cette journée me hantent. Les cris, la panique, les routes bondées de gens cherchant à fuir. Je suis resté, pensant que ma maison était un refuge, une erreur. J'ai perdu mon travail, mes amis ont disparu et toute la région est devenue une zone interdite. Maintenant, c'est un désert. Claire. Juste penser à elle me donne un pincement au cœur. Ma femme. Elle est partie avec notre fille Amélie dans un convoi de secours. Je les ai laissés partir parce que je croyais pouvoir tenir ici, les attendre. Mais depuis, aucun signe d'elles. Je ne sais même pas si elles ont survécu. Chaque soir, avant de dormir, je sors leurs photos. Claire sourit. Amélie a ses cheveux attachés en une natte qui lui tombe sur l'épaule. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Cette image est mon ancrage, mon étoile polaire dans ce monde chaotique. J'évite de penser à l'autre possibilité, celle où je serai le dernier de ma famille encore en vie. Le placard est presque vide. Il reste 2 boîtes de conserve et quelques biscuits émiettés. Ce n'est pas suffisant pour tenir une semaine. Quant à l'eau, je la filtre tant bien que mal, mais chaque goutte est un risque. La contamination est partout. L'air, la terre, l'eau, tout est mortel. Le compteur Geiger s'affole dès que je m'éloigne de la maison. Il crépite de plus en plus fort. Rester ici, c'est mourir de faim. Partir, c'est risquer les radiations ou pire, tomber sur des pillards. Pourtant, je n'ai plus le choix. Si je veux vivre, il faut que je quitte cet endroit. Demain, je commencerai à préparer ma fuite. Je me sens coupable. Si j'étais parti plus tôt avec Claire et Amélie, on serait peut-être encore ensemble. J'ai cru que la maison nous protégerait, qu'on pourrait attendre que tout se calme. Quelle erreur. Maintenant, je suis seul et elles sont là dehors, quelque part, ou peut-être, non, je ne peux pas penser à ça. Chaque soir, je m'assieds dans le noir et je me parle à moi-même. Martin, tu as survécu jusqu'ici. Tu peux continuer. Mais au fond de moi, je doute. Les nuits sont longues, remplies de regrets et de questions sans réponse. Pourquoi n'ai-je pas fui plus tôt ? Pourquoi ai-je cru que tout finirait vite ? Amélie avait cette habitude de me poser 1000 questions. Papa, c'est quoi les radiations ? Papa, pourquoi on doit rester à la maison ? Je me revois encore, essayant de la rassurer, de lui dire que tout irait bien. Je lui mentais, mais c'était pour son bien. Aujourd'hui, ces mensonges me hantent. Est-ce qu'elle m'en voudra un jour, si elle est encore en vie ? Claire était différente, prévoyante, réaliste. Elle me suppliait de partir, de ne pas rester ici. Mais j'étais têtu. Je pensais que notre maison était sûre, que c'était notre meilleur refuge. Si je pouvais lui parler maintenant, je lui dirais qu'elle avait raison, que j'aurais dû écouter. Ma famille a toujours vécu ici, sur ces terres agricoles. Mon grand-père cultivait du blé, fier de ses récoltes. Mon père a repris l'exploitation après lui. Quand j'étais enfant, j'adorais courir dans les champs dorés sous le soleil d'été. Ces souvenirs sont comme des trésors que je garde précieusement. C'est pour perpétuer cet héritage que je suis devenu ingénieur agricole. Je voulais optimiser les cultures, nourrir plus de gens. Mais tout ça n'a plus de sens maintenant. Les champs sont contaminés, la terre est stérile. La guerre a tout détruit, y compris ce lien que je pensais inébranlable avec la nature. Je ne peux plus rester ici. Chaque jour, les risques augmentent. Les provisions s'épuisent et les radiations semblent s'intensifier. Demain, à l'aube, je partirai. Je ne sais pas exactement où aller, mais j'ai entendu des rumeurs sur une zone moins irradiée, à plusieurs kilomètres d'ici. Ce soir, je prépare mon sac. Une vieille boîte à outils pour contenir ce que je peux emporter.
Les 2 boîtes de conserve, un couteau, les comprimés d'iode et une photo de Claire et Amélie. Je glisse la photo dans la poche intérieure de ma combinaison. C'est tout ce qui compte vraiment. Je passe la nuit à étudier un vieux plan de la région. Les routes principales sont certainement dangereuses, alors je trace un itinéraire à travers les chemins secondaires. Je gribouille des notes sur un carton, faute de papier, et je repère les endroits où je pourrais trouver de l'eau ou un abri. Mon sac est prêt. Je revérifie chaque élément encore et encore, comme si cela pouvait diminuer les risques. Je passe une dernière fois devant le miroir brisé du couloir. Mon reflet me fixe. Mes yeux sont cernés, ma peau semble avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Mais je suis toujours debout. Ce matin, juste avant de partir, je croise André, un voisin que je croyais mort. Il est assis devant sa maison, l'air malade. Son visage est grisâtre et sa voix est faible. « Martin, emmène-moi avec toi », murmure-t-il. Je reste figé. André a toujours été un homme fort, mais maintenant il semble à peine capable de marcher. Je hésite. Le prendre avec moi ralentirait ma progression, et il pourrait ne pas survivre. Mais l'abandonner ici serait cruel. Réfléchis, je me dis. Pourtant, je sais que je ne peux pas porter ça sur ma conscience. André a besoin d'aide, tout comme moi. Nous avons à peine quitté le quartier que les premières difficultés apparaissent. La route est bloquée par des débris, des carcasses de voitures, des morceaux de béton. Je dois escalader pour avancer. André me suit, mais il est lent, haletant. En grimpant, je m'écorche la main sur un morceau de métal. La douleur est vive et je vois une trace de sang. Je serre les dents, mais une pensée m'envahit. Et si la plaie s'infecte? Ici, une simple blessure peut être une condamnation à mort. En progressant, je tombe sur un document militaire abandonné à moitié brûlé. Je le ramasse par curiosité. Il mentionne un plan gouvernemental secret, des bombes tactiques prévues pour cibler stratégiquement les zones agricoles. Je reste figé. Cela n'a pas été un accident, mais une stratégie délibérée. Une vague de colère monte en moi. Ils savaient, ils ont choisi de sacrifier des millions de vies pour gagner une guerre absurde. Ces terres contaminées, ces morts inutiles, tout cela était prévu. Je serre le document dans ma main, décidé à ne pas laisser leur folie me détruire. Je dois survivre, ne serait-ce que pour raconter cette vérité au monde. Je continue à avancer, mais cette révélation m'obsède. Chaque pas devient plus lourd, comme si le poids de la vérité alourdissait mes membres. Le document est plié dans ma poche, mais dans mon esprit, il brûle. Les dirigeants savaient que cela arriverait. Ils ont volontairement détruit ce qui faisait de notre monde un lieu vivable. La trahison que je ressens nourrit ma colère. Je me dis que survivre n'est plus seulement une question de trouver un endroit sûr, c'est un devoir. Je dois vivre pour porter témoignage, pour que si un jour l'humanité a une chance de se reconstruire, elle connaisse la vérité. Le plan initial ne suffit plus. Si ces zones agricoles étaient des cibles stratégiques, alors les routes principales sont encore plus risquées que je ne le pensais. Je décide de modifier mon itinéraire. André est assis sur un rocher à côté, respirant difficilement. Je lui explique que nous devons éviter les chemins directs. J'observe le paysage, des collines jonchées de débris et des bois morts qui pourraient nous offrir un peu de couverture. Avec un bout de carton et un crayon émoussé, je redessine notre route. Si tout se passe bien, nous pourrions atteindre une ancienne zone industrielle en fin de journée. En chemin, André commence à parler. Sa voix est faible, mais il semble avoir besoin de se confier. « Tu sais, Martin, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, » dit-il entre 2 halètements. Il me raconte comment, au début de la catastrophe, il a volé des rations à un groupe de survivants. Ils étaient plus faibles que moi. Je pensais que c'était la seule façon de vivre. Je l'écoute en silence. Ces mots me rappellent que nous sommes tous cassés, chacun à sa manière. Je ne sais pas si je lui pardonne, mais je comprends. Dans ce monde, la morale est devenue une question de survie. La confession d'André ravive mes propres blessures. Je pense à Amélie, ma fille. Elle me demandait souvent si nous serions toujours ensemble, si je pouvais la protéger. Je lui répondais que oui, bien sûr. Des promesses vides que je n'ai pas su tenir. Je me sens submergé par la culpabilité. Et si elle n'avait pas survécu? Et si elle avait besoin de moi et que je n'étais pas là? Ces pensées me déchirent, mais elles alimentent aussi ma détermination. Je ne peux pas échouer maintenant. Le compteur Geiger commence à s'emballer alors que nous approchons d'un champ de ruines. Des bâtiments effondrés, des carcasses de voitures éparpillées. Le chemin semble irradié, mais c'est le seul moyen de progresser. André me regarde, ses yeux reflètent à la fois la peur et la confiance qu'il place en moi. Je prends une grande inspiration et je le hisse sur mon épaule. Ses gémissements sont faibles, mais je continue. Chaque pas est une épreuve. Le masque que je porte rend ma respiration laborieuse. Le compteur crépite de manière incessante. Il n'y a pas de place pour l'erreur. En plein milieu du champ, je perds l'équilibre et tombe à genoux. André glisse de mon épaule et s'effondre sur le sol poussiéreux. Le compteur affiche des niveaux de radiation alarmants. Mon cœur bat à tout rompre. Je dois choisir, continuer seul ou essayer de sauver André. Je le secoue. « Réveille-toi !» Il ouvre les yeux, faiblement. Je le hisse de nouveau, cette fois en serrant les dents. Je cours. Mes jambes protestent, mais je n'ai pas le droit d'abandonner. Enfin,
nous atteignons une zone plus sûre. Je m'effondre à ses côtés, le souffle court. Allongé sur le sol, je vérifie André. Il respire encore, mais faiblement. Ma combinaison, en revanche, est endommagée. Je vois des accros dans le caoutchouc, une vague de panique m'envahit. Ai-je absorbé une dose mortelle? Je ne peux pas le savoir. Je ferme les yeux et laisse la fatigue m'envahir. Le sol est froid, mais je m'en fiche. André murmure un faible « merci » avant de sombrer dans un sommeil profond. Moi, je fixe le ciel gris, priant pour que tout cela n'ait pas été vain. Cette expérience m'a changé. Je ne suis plus le même homme qu'hier. Je suis plus fort, mais également plus conscient de ma fragilité. Chaque instant compte. Chaque décision a un poids immense. Allongé dans ce silence, je murmure à moi-même « reste en vie » pour Amélie, pour Claire. Ces mots deviennent mon mantra. Je les répète encore et encore, comme pour me persuader que je peux encore les retrouver. Au matin, André se réveille. Sa voix est faible, mais il est vivant. « Je connais un camp à quelques kilomètres d'ici », dit-il. L'idée de trouver un groupe de survivants me remplit d'espoir. Peut-être que Claire et Amélie y sont. Nous nous soutenons mutuellement pour avancer. Chaque pas est une victoire. André est devenu plus qu'un compagnon de route. Il est un rappel de ce que signifie l'humanité, même dans un monde brisé. En fin de journée, nous atteignons le camp. C'est une ancienne cave viticole transformée en refuge. Les survivants sont méfiants, mais ils nous accueillent. L'air y est filtré et ils ont même des cultures sous serre. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens une étincelle d'espoir. Je partage leur nourriture, un maigre repas, mais cela suffit à raviver mes forces. André, de son côté, commence à se rétablir. Nous ne sommes pas encore sauvés, mais pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. Dans ce camp, un vieil émetteur capte des fragments de conversations radio. Certaines parlent de zones épargnées, loin à l'ouest. L'idée de m'y rendre grandit en moi. Peut-être que Claire et Amélie y sont. André propose de m'accompagner. « Je te dois bien ça », dit-il avec un faible sourire. Je sais que le chemin sera dangereux, mais je suis prêt. Chaque jour est un pas de plus vers elle. Chaque jour est une victoire. Avant de partir, je note dans mon carnet « La terre s'est condamnée, disent-ils, mais tant qu'on avance, rien n'est figé. » Ces mots seront mon étendard. André et moi quittons le camp au lever du soleil, l'espoir chevillé au corps. La route est longue, mais tant que je respire, je continuerai.